Parmi le grand nombre d'idoles de K-pop, il existe énormément d'événements qui ont fini par détruire des carrières. Le plus souvent, on entend parler sur YouTube des idoles qui ont été accusées pour rien ou pour des choses qui n'ont pas spécialement de raison. Accusations de harcèlement démenti, rumeurs de couple, consommation de drogue, etc., etc. Cependant, ce n'est pas parce qu'on apprend que certaines accusations sont fausses que toutes les idoles de K-pop sont totalement blanches. Et à contrario, ce n'est pas parce que certains ont dépassé des limites qu'on ne peut pas leur pardonner. J'avais déjà réalisé une première partie qui sera disponible en description si jamais cela vous intéresse, et j'ai décidé de retenter l'expérience avec 5 autres histoires différentes. Laissez-moi vous raconter 5 histoires différentes sur des célébrités qui ont détruit leur carrière. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du groupe Blanky? Blanky était un groupe masculin composé de 9 membres sous Keystone Entertainment. Ils ont fait leur début le 24 mai 2022 avec leur mini-album Key High Confident Thumbs Up. Les débuts de Blanky n'étaient pas extraordinaires, mais ils avaient quand même réussi à avoir une petite base de fans, et ce pour plusieurs raisons. L'émission de télé-réalité avant leur début était plutôt sympa et avait fait pas mal de bruit, leurs musiques sont qualitatives et certains membres étaient déjà assez réputés. Il y a Louis qui était membre du groupe One the Nine, Donghyuk qui était membre de Enoy, Siwoo qui a participé à l'émission Produce X Wanna On et Wide Idol, Daisuke qui a participé à l'émission Produce Wanna On saison 2 au Japon, Sunjun qui aurait pu faire partie des Golden Child, et enfin Lee Young-bin qui a participé à l'émission Island réalisée pour créer le groupe ENHYPEN. Et c'est justement de Young-bin dont on va parler, puisque même pas un an après leur début, le 25 février 2023, de très graves accusations vont apparaître. Une femme va révéler anonymement sur un site communautaire que son amie a été victime de violences de la part de son petit ami. Mon amie a souffert de violences des mains de son petit ami qui est idol. Elle est allée à la police le 19 février et il sera interrogé le 26. Cette personne n'est pas une idole célèbre, mais il a quand même des fans qui le soutiennent malgré ce qu'il a fait, ce que je trouve égoïste. Alors j'ai décidé de prendre la parole pour le bien de mon amie. À la suite de ce message, elle décidera de poster diverses photos de cette fameuse amie ainsi que de lui tout en floutant. Mon amie et cette idole sont sortis ensemble pendant 3 mois. Quand mon amie lui a dit qu'elle voulait rompre avec lui, il l'a agressée. Il l'a attrapée par le col, l'a traînée de force dans une ruelle, lui a pris son téléphone par la force et l'a menacée de le jeter. Après, il l'a étranglée jusqu'à ce qu'elle perde connaissance. Par chance, des passagers l'ont trouvée et l'ont aidée. Mais sans l'aide de ces inconnus, mon amie ne serait peut-être plus en vie aujourd'hui. Elle a son dossier médical pour prouver ses blessures. Je pense que moralement, c'est mal qu'une personne comme ça puisse continuer une carrière dans le monde du divertissement. Je dévoilerai plus d'informations après l'interrogatoire du 26 février. Et pour prouver tout ça, cette femme va poster des screens de messages entre l'idol et cette fameuse amie qui montrent très clairement que l'idol semble assumer ce qu'il a fait. Évidemment, suite à plusieurs rumeurs qui ont commencé à circuler, il n'a pas fallu beaucoup de temps pour que Young-bin soit l'idole en question, du moins soupçonnée par certains internautes. Et c'est après seulement quelques heures que l'agence va répondre aux accusations en disant qu'en effet, Young-bin est bien l'idole qui est mentionné. Celui-ci sera renvoyé de son groupe juste après et le groupe continuera ses activités à 8. Quelques mois plus tard, le groupe Blanky finira par se dissoudre pour diverses raisons. Et si vous voulez savoir ce que sont devenus les autres membres, Donghyuk et Siwoo ont commencé à se concentrer sur leur métier d'acteur, DK, Louis, Yu, Sungjun et Sodam vont débuter dans un groupe nommé Divol et Miki va débuter dans le groupe Celestia. Pour ce qui est de Young-bin suite à ces accusations, évidemment, il finira par quitter totalement l'industrie musicale en Corée. Au moins, j'ai l'impression personnelle avec les SMS et le fait de ne plus le voir à présent qu'il semble avoir pris conscience de ses erreurs. Et ce n'est pas toujours le cas dans cette série de vidéos. Même si on est d'accord, il n'y en a pas vraiment, j'essaye d'en tirer du positif, du moins un minimum. Pour cette affaire un peu compliquée, j'ai décidé de faire une collaboration avec la youtubeuse Jijaka.
Si vous ne connaissez pas sa chaîne YouTube et ses vidéos, je vous conseille d'aller y faire un tour, on sait jamais, ça peut vous intéresser. Et en plus de ça, sachez qu'elle a récemment créé sa propre marque de vêtements inspirée des idoles de K-pop, U2K. Si le style vestimentaire des idoles de K-pop te plaise, n'hésite surtout pas à y faire un tour. Évidemment, ce sera en description si jamais, et je vous laisse avec son histoire. Merci Drink. Pour cette histoire, revenons à l'époque où la K-pop était une industrie de niche où Up and Down de XID prenait l'assaut de nos playlists. Laissez-moi vous parler de la tournure presque tragique de la carrière d'un membre d'un des groupes les plus populaires de la deuxième génération de K-pop. Kim Yeon-jung est une idole faisant partie des têtes d'affiche de la deuxième génération de K-pop grâce au fait qu'il ait fait partie du célèbre groupe Double S 501. Sachez que ce groupe a longtemps été populaire en Asie, surtout en Corée et au Japon, et c'est cette popularité qui va propulser Yoon sur le devant de la scène. Il va même faire partie du casting très célèbre de la version coréenne du drama Boys Over Flowers. En 2010, lorsque son groupe va disband malgré une très grande popularité, les membres du groupe vont chacun continuer leur route. Yoon va entamer une carrière solo en tant que chanteur et acteur. Le succès sera au rendez-vous dans les deux domaines. Il va même se faire une place de choix parmi les acteurs préférés des Coréens à l'époque avec le drama à succès Playful Kiss avec en co-star Jung Sun-min, aka mon actrice préférée. Jusqu'en 2014, sa carrière va très bien se porter, mais c'est en août de cette année-là que les choses vont basculer pour lui. Le 20 août 2014, une femme va se présenter à la police en tant que petite amie de Yoon, membre du groupe Double S 501. À la police, elle dira qu'elle souhaite porter plainte pour violence conjugale avec un dossier médical et des photos à l'appui. Elle va expliquer que alors qu'ils sortaient ensemble depuis 2 ans, entre mai et juillet 2014, il va se mettre à la violenter à la suite de ses tromperies à lui. Sa décision de porter plainte va faire suite à une violente altercation en juillet où il lui aurait cassé plusieurs côtes, ce qui va être la goutte de trop pour elle. Dans leur communiqué, KS Entertainment, l'agence de Yoon va dans un premier temps expliquer que l'agression physique n'avait eu lieu qu'une seule fois et que l'incident était arrivé alors qu'il était en pleine séance d'arts martiaux le 30 mai 2014. L'agence va aussi déclarer que l'incident des côtes cassées va arriver alors que le couple jouait à un jeu brutal consenti entre les deux. Dans la foulée, des excuses seront faites à la jeune femme et celle-ci va abandonner certains chefs d'accusation contre son ex-petite amie en affirmant que c'était par amour pour lui et qu'elle voulait lui éviter des sanctions pénales. Le chanteur va tout de même être condamné à payer une amende de 5 millions de wons qui équivaut à environ 3 000 € pour coups et blessures. Le procureur en charge de l'affaire va déclarer « Bien que Monsieur Kim ait affirmé qu'il n'a pas l'intention de lui faire du mal, les dommages causés par l'attaque étaient clairs. » En février 2015, à la grande surprise de tous, un magazine va révéler que le couple s'était remis ensemble et que la jeune femme que les médias vont appeler Miss Choi était enceinte du chanteur. C'était vraiment le retournement de situation. Mais suite à cette annonce, Yoon va nier être de nouveau en couple avec Miss Choi et va affirmer ne pas lui avoir parlé depuis qu'elle lui avait annoncé sa soi-disant grossesse. Par ailleurs, il va même dire ne pas être sûr d'être le père de l'enfant, mais un test de paternité va vite confirmer qu'il est bien le père du bébé. Malheureusement, au lieu d'être un événement de bonheur, cette grossesse va venir compliquer les choses. Et c'est à partir de ce moment-là que les avis se divisent en deux. D'un côté, certains vont protéger Yoon en disant que Miss Choi a menti pour essayer de soutirer de l'argent à son ex, car celle-ci va recevoir de la part de l'idol 600 millions de wons, une somme énorme qui correspond à environ 400 000 €. Et de l'autre côté, certains vont protéger Miss Choi en disant que le statut d'idole de son ex lui permettait de bien cacher ses mauvaises actions. Et que le fait qu'il ait déjà menti en disant ne pas être le père de leur enfant en disait long sur les mensonges qu'il pouvait cacher. En avril 2015, Miss Choi va de nouveau poursuivre son ancien petit ami pour plusieurs chefs d'accusation, notamment pour dommages psychologiques qui l'ont poussé à avoir une fausse couche, pour le fait qu'il l'ait forcé à avorter et pour diffamation. Pour tous ces chefs d'accusation, elle va demander un dédommagement de 1,6 milliard de wons. En mai 2015, Yoon va commencer son service militaire obligatoire, ce qui fait que son procès qui était toujours en cours va être transféré au tribunal militaire qui va d'ailleurs faire annuler en 2016 l'amende de 5 millions de wons qu'il avait reçue car selon eux, il y avait un manque de preuves alors que la dame s'est présentée au poste de police avec un dossier médical et des photos de ses blessures. Mais il n'y avait pas de preuves.
Yoon ne va pas rester sans rien faire puisque lui aussi va poursuivre son ex en justice en juillet 2015 pour chantage, fraude et diffamation en demandant un dédommagement de 1,2 milliard de wons. L'histoire va par la suite un peu se tasser jusqu'en 2017 où la police va retirer le permis de conduire de Yoon pour conduite en état d'ivresse. Son agence, comme à leur habitude, ils vont jouer les mamans poules en le défendant avec une déclaration qui dira que Yoon avait pris le volant simplement pour déplacer sa voiture sur un parking et que sa conduite avait été vraiment très brève. Sauf qu'ils ont tous oublié un truc, c'est qu'ils vivent dans un pays où il y a des caméras de partout. Et donc diverses caméras de surveillance vont montrer que Yoon se trouvait bien en ville, à plus de 3 km de l'endroit où il buvait lorsqu'il a été arrêté par la police. Donc il avait bien conduit en état d'ivresse et en plus de ça, il s'était même endormi au volant puisque sur l'une des vidéos, on le voit s'arrêter plus de 15 minutes à un feu. Et évidemment, cette histoire va faire la une des journaux, les gens ne vont pas du tout apprécier ce mensonge et vont revenir sur l'histoire avec son ex en remettant sa parole en doute en le traitant de menteur. Le 12 novembre 2020, après 6 ans de va-et-vient au tribunal, la Cour suprême de Séoul va rendre son verdict final. Miss Choi a été condamnée à verser à son ex 100 millions de wons de dommages et intérêts pour diffamation. On pourrait se dire, ça y est, le verdict final, c'est terminé. Ces deux-là, ils ont eu leur dose des tribunaux pour toute une vie. Eh bien non. Comme je vous l'ai dit, au lieu que l'arrivée de leur enfant soit un événement heureux, cet enfant innocent va être le sujet de l'acte 2 de ses parents. En 2022, Miss Choi va accuser Yoon de ne pas avoir payé la pension alimentaire de leur fils pendant 8 ans. En gros, il ne l'a jamais payé parce que le gosse avait 8 ans en 2022. La plainte pour qu'il paye une pension alimentaire est toujours en cours et je pense que ça va être un très long combat pour la mère et le fils parce que Yoon se défend très bien avec des arguments qui font sens aux yeux de la loi, notamment le montant de ses revenus annuels et le fait qu'il ait un autre enfant à charge. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, Yoon est toujours idol et bénéficie toujours d'une couverture médiatique. Récemment, les médias ont partagé sa nouvelle vie en tant qu'agriculteur. Ils ont partagé son dernier single qui est sorti en mars dernier. Il a toujours une bonne fanbase qui le soutient et le défend bec et ongle, mais son image est ternie à jamais. Entre les accusations de violence conjugale, la conduite en état d'ivresse, les mensonges et l'enfant hors mariage qu'il n'assume pas, les internautes coréens ne vont pas le louper s'il lui vient à l'idée de refaire parler de lui de manière négative. Cette histoire est assez typique du pouvoir qu'ont les célébrités au niveau judiciaire. Peu importe les preuves ou le type d'accusation, être célèbre fournira toujours un gilet pare-balles à la personne accusée. On l'a vu dans de nombreux cas, notamment dans le plus gros, celui de Seungri, où il a écopé seulement de 3 ans de prison pour des chefs d'accusation quand même graves. Là, dans le cas de Yoon, alors qu'il a reconnu avoir frappé sa copine ne serait-ce qu'une seule fois, c'est elle qui a été pénalisée par la loi. Je vous laisse réfléchir à la logique de la chose. Personnellement, je pense qu'il y a eu des mensonges des deux côtés. Miss Choi n'a sûrement pas été assez bien entourée dans cette histoire, contrairement à Yoon qui lui a été trop bien entouré. Maintenant, je vous laisse avec Drink qui va vous raconter l'histoire de l'une des meilleures diss tracks de la K-pop. Pour cette affaire, j'en ai déjà rapidement parlé dans mon iceberg des pires débuts, mais j'avais à nouveau envie d'évoquer cette histoire. Nous allons bien évidemment parler du groupe Ecor. Débutant à l'origine en juillet 2014 avec seulement 3 membres, Jinyoung, Kemi et Minju, le trio sortira leur single Payday. Celui-ci n'a pas une grande attention venant du public et on apprendra en septembre 2014 que 2 nouvelles membres, Daya et Tae, vont être ajoutés au groupe. Cependant, entre le single Payday et les 2 membres ajoutés, la membre Kemi en août 2014 va avoir une très grosse controverse. L'agence du groupe va mettre en ligne une chanson nommée Do the Right Thing. Sing. Do the Right Thing. Il s'agira en réalité d'une diss track, une chanson visant à critiquer et attaquer verbalement un autre artiste. Et cette chanson, ce sera sur Park Boom du groupe 21. À l'époque, Park Boom faisait la une des médias et était accusé de faire de la contrebande de comprimés d'amphétamine en provenance des États-Unis. L'amphétamine étant légale aux États-Unis et illégale en Corée du Sud. Park Boom a évidemment fourni une preuve médicale montrant ses antécédents avec les médicaments sur ordonnance. Mais malgré tout, ça reste totalement illégal en Corée du Sud, donc évidemment, ça a été très mal reçu et elle a été beaucoup critiquée pour cette raison. Pour en revenir sur la chanson de Kemi, évidemment que ça a suscité beaucoup de débats et surtout la colère des fans.
Pendant celle-ci, elle dira notamment que la chanteuse de 21 s'en est tirée juste parce qu'elle est une artiste de l'YG Entertainment, qu'elle a fait trop de chirurgie et surtout qu'elle devrait retourner au Japon car elle n'a rien à faire en Corée du Sud. Et en soi, même si c'est pertinent et qu'elle rappe vraiment bien, c'est une attaque facile et totalement inutile. Pour une idole de K-pop qui vient à peine de débuter, s'attaquer à une idole qui est assez réputée, dans un groupe qui est très réputé et surtout qui n'a rien fait de mal, bah c'est un peu moyen. N'étant pas copyright, je vous laisse des extraits de cette diss track. Évidemment, beaucoup de fans de 21, mais aussi des fans de K-pop vont tomber sur Kemi, et cette controverse, aussi bête soit-elle, va commencer à influencer la popularité du groupe E-Core. Comme je l'ai raconté juste avant, l'agence va rajouter 2 autres membres, elles vont sortir 2 autres singles, But Go et Always, et après la sortie de ces 2 chansons, 6 mois après la controverse, Kemi sortira du silence pour faire des excuses officielles. Je n'étais pas sérieuse en disant cela, je tenais à m'excuser. Bon, j'y crois moyen et honnêtement, je trouve que c'est pas la meilleure des excuses. Et évidemment, beaucoup vont lui retomber dessus à nouveau parce que pour en reparler 6 mois après, certains vont dire que ça a été fait juste pour faire le buzz. Yo, Kimmy, you're pretty good, girl, I give you that. But let me show you a little something about this thing called rap. Cause R-E-S-P-E-C-T is something that you lack. So better check out all the fans before you attack. 21 million black shots coming to rip your guts out. Et suite à cette affaire, malheureusement, le groupe va finir par disband silencieusement vers 2017. Évidemment, vous savez que j'adore faire ça. Qu'est-ce que sont devenus les membres? Daya a annoncé récemment, le 22 janvier 2024, qu'elle s'est mariée avec un ancien membre du groupe Xenoti, Kim Dong-sung, qu'elle fréquentait en privé depuis 10 ans. Jin Young a participé à l'émission I Can See Your Voice 3 en 2016. Elle a atteint le tour final, perdant contre Park Jun-sok. Minju semble vivre une vie plutôt simple avec son mari, qui se nomme d'ailleurs Monsieur Lee sur Instagram, et son enfant, né en 2022. Pour ce qui est de Tae, j'ai rien trouvé de pertinent, et Kemi, malheureusement, son Instagram est privé. Et je pense très sincèrement que cette diss track a détruit sa carrière, ainsi que la carrière de son groupe, et ce, même si elle était jeune à ce moment-là, et même si elle rappait très bien. Remontant en 2015, l'année où Mnet, en tant que grand pionnier de la création de Survival, va décider qu'il était temps pour les femmes d'avoir leur propre émission de rap. À l'image de Show Me the Money, qui est une émission de rap mixte mettant en avant des talents masculins. Donc en 2015, un producteur de Mnet va décider qu'il est temps de donner de la lumière aux femmes du hip-hop coréen. C'est donc dans cette idée que l'émission I'm Pretty Rap Star va être créée. La saison 1 de l'émission va connaître un grand succès, ce qui va évidemment mener à une saison 2. Et c'est justement cette fameuse deuxième saison qui va nous intéresser. Certains grands noms de la scène K-pop ont participé à cette émission, notamment Yoonbin de Wonder Girls, Moonsua de Billy, Yulin de Sistar et évidemment Trudy. Très vite, Trudy va être la tête d'affiche de cette saison et va attirer l'attention des téléspectateurs avec son apparence blasiane, son attitude atypique et sa façon de poser son rap similaire à la rappeuse Yoon Mirai. Une similitude qui ira jusqu'à l'accent coréano-américain de Yoon Mirai. L'émission va énormément jouer sur cette soi-disant ressemblance entre les deux femmes pour faire monter les audimates. Avec son apparence très typée noire, Trudy va faire naître un mystère tout au long de l'émission. Les gens vont se demander si elle est métisse. Au début, elle va continuer à entretenir le mystère avec certains couplets de ses raps, notamment le couplet le plus connu où elle disait être la première noire en Corée. Oui, vous avez bien entendu.
La curiosité des internautes va vraiment monter jusqu'à se transformer en colère contre Trudy. Elle va passer de la candidate préférée des gens à l'ennemi numéro 1 de l'émission. D'une part, chez les Coréens, elle sera détestée pour essayer de bâtir sa carrière sur le dos de l'une des rappeuses les plus connues et les plus appréciées de la scène hip-hop coréenne, à savoir Yoon Mi-rae. Gilmy, l'une des autres participantes de l'émission, va même dire à Trudy lors d'une battle « Arrête ton cosplay d'Halloween » en parlant de son style vestimentaire et de son attitude. Du côté des occidentaux, son apparence, les couplets de ses chansons vont mettre les gens très en colère. Et très vite, elle sera accusée de faire du blackfishing et du blackface. Avant que je vous explique ce qu'est le blackfishing et le blackface, laisse-moi vous présenter un petit peu Yoon Mi-rae et comment elle a eu un impact sur Trudy. Donc, Yoon Mi-rae est née d'une mère coréenne et d'un père afro-américain et ce métissage va énormément influencer sa musique. Elle a fait ses débuts en 2001, elle fait partie vraiment des grandes légendes du hip-hop coréen, d'ailleurs au même titre que son mari, vraiment ce couple goal. De nombreux artistes de la scène hip-hop coréenne actuelle ont grandi avec la musique de Yoon Mi-rae. Et de ce fait, ils ont fortement été inspirés par ce qu'elle faisait et c'était le cas de Trudy. Yoon Mi-rae va bercer l'enfance et l'adolescence de Trudy avec ses musiques remplies d'influences de sa double culture. Yoon Mi-rae a toujours été une artiste engagée. À un moment dans sa carrière, elle va beaucoup parler de sa culture afro-descendante, notamment avec la chanson Black Happiness. Lorsqu'on demandait à Trudy c'est qui ton modèle, elle va toujours citer Yoon Mi-rae. Alors la comparaison que vont faire les internautes entre les deux femmes n'est absolument pas un hasard, parce que Trudy cherchait à ressembler à cette femme qu'elle a toujours admirée. Elle a énormément observé ce que faisait Yoon Mi-rae et les a ajoutés dans sa propre façon de faire de la musique et de performer, mais sans retirer l'idéologie propre de Yoon Mi-rae. Elle s'est non seulement imprégnée de son idéologie, mais a carrément poussé l'admiration à la transformation physique. Trudy a assombri sa peau, frisé ses cheveux et avec le maquillage, elle a accentué certains traits de son visage pour qu'il soit plus marqué et typé comme une personne noire. Tout ça va conduire Trudy à faire ce qu'on appelle du blackfishing. Le blackfishing, c'est le fait de s'approprier les traits physiques de personnes noires dans le but de laisser planer le doute sur ses réelles origines. Une personne qui fait du blackfishing peut le faire de manière consciente ou pas. De façon bref, il s'agit de personnes fétichistes des personnes noires qui vont tout faire pour faire comme s'ils faisaient partie de cette communauté. L'équivalent du blackfishing serait être coréabou. Je pense que beaucoup d'entre vous sont beaucoup plus familiers avec ce terme-là. Être coréabou, comme vous le savez, c'est être fétichiste des personnes asiatiques. La personne va se comporter comme si elle était asiatique. On est tous d'accord pour dire que être coréabou, c'est bizarre et gênant. Et c'est exactement la même chose que le blackfishing. Ce n'est pas parce qu'il s'agit des personnes noires que c'est cool. C'est tout autant bizarre que d'être coréabou. À travers son attitude, son style vestimentaire et sa façon de parler, Trudy a fait énormément planer le doute sur ses origines. À tel point qu'un internaute va se décider, il va dire non, il faut que nous on sache la vérité. Il va contacter Trudy par Instagram pour lui demander le fin mot de l'histoire. Par message, il va lui demander, il va dire écoute chérie, est-ce que tu es métisse ou pas? Parce que si tu ne l'es pas, ce que tu fais là, c'est mal. Parce que être noir, ce n'est ni un déguisement, ni un effet de mode. Et la réponse de Trudy est carrément pour moi typique du syndrome de l'imposteur. Elle va répondre que sa façon de rapper, son style vestimentaire et son attitude sont le reflet de son appréciation et de son admiration pour la culture noire. Aimer la culture d'une autre communauté n'est pas quelque chose de mauvais, absolument pas. Mais essayer de s'intégrer à cette communauté en l'imitant de manière caricaturale, ça c'est mauvais. Dans son appréciation de la culture hip-hop noire, Trudy n'a fait que mettre en avant des traits grossièrement caricaturales des personnes noires. C'est-à-dire avoir cette attitude gangster, se comporter d'une manière que la société jugerait impolie. Bref, elle n'a pas mis en valeur cette culture dans son appréciation. Et c'est l'un des principaux problèmes avec les personnes qui font du blackfishing. Ils exagèrent tout et rendent leur admiration malsain. Pour Trudy, les gens seront tellement choqués lorsque ses photos de remise de diplôme vont fuiter, tellement son apparence au moment de I'm Pretty Rap Star était à des années-lumière de son apparence au lycée. Elle sera aussi accusée de faire du blackface, ce qui correspond à se peindre le visage en noir dans le but de prétendre être une personne noire, en mode je me déguise en personne noire. Comme l'a fait Mamamoo pour se déguiser en Bruno Mars pour faire une parodie de sa chanson. Mais je rappelle, Bruno Mars n'est pas noir. C'est aussi comme les gens qui s'étirent les yeux
pour imiter une personne asiatique. Ce genre de pratique est une insulte envers les communautés concernées. Mais dans le cas de Trudy, on est bien sur du blackfishing parce que ça part d'une appréciation pour aller vers un mode de vie qu'elle a adopté. Ce n'est pas un déguisement pour se moquer, c'est vraiment j'aime ça, je veux être comme ça. Si vous voulez bien faire la distinction entre blackfishing et blackface, dites-vous que le blackfishing est une appréciation trop poussée et néfaste de la communauté noire et que le blackface c'est se déguiser en personne noire pour se moquer. Pour moi, Trudy est le symptôme d'un problème plus grand dans le divertissement coréen, celui de l'appropriation de la culture noire et même d'autres cultures. L'ignorance et la mise sous silence de toute une communauté sont des facteurs qui mènent souvent à des cas comme celui de Trudy, qui malheureusement est loin d'être le seul. Ça fait maintenant 1 an et demi que je travaille sur une vidéo traitant de l'appropriation culturelle sur la K-pop. Je vous invite à garder un œil sur ma chaîne pour ne pas la rater. Je vous parlerai notamment de comment la K-pop arrive à revendiquer d'autres cultures en se les appropriant dans les concepts de leur groupe. Aujourd'hui, Trudy a abandonné les tresses, le maquillage trop foncé et est revenue à un style beaucoup plus classique. Je pense qu'elle aurait pu avoir une bonne carrière sans cette polémique si elle était restée elle-même, en ne s'appropriant pas une culture qui n'est pas la sienne. Même si elle a gagné la saison 2 de I'm Pretty Rap Star, le fait que le public ne la connaissait pas vraiment, ne savait pas qui était la vraie Trudy, a empêché sa carrière de décoller. Aujourd'hui, elle continue à avoir des petites apparitions par-ci par-là, mais rien de bien fou. J'aimerais terminer cette chronique sur Trudy en disant qu'elle n'a pas agi de manière malveillante. C'était une jeune femme qui s'est laissée submerger par son admiration pour une autre femme et qui a fini par se perdre. Alors, ça sert à rien de lui en vouloir ou de l'insulter parce que vraiment, elle l'a fait de manière totalement inconsciente. Je remercie énormément Twink de m'avoir invité à faire cette vidéo avec elle et de m'avoir permis d'introduire le sujet de l'appropriation culturelle dans la K-pop à travers cette chronique sur Trudy. Merci beaucoup à Jijaka pour son apparition dans cette vidéo et d'avoir abordé ce sujet que trop peu osent parler. À la base, j'avais prévu de parler de 5 idoles, mais étant donné que la vidéo est suffisamment longue comme ça, je propose d'en faire une partie 3 dans quelques mois. Dans l'industrie de la K-pop, il existe de nombreux idoles qui ont détruit leur carrière de façon intentionnelle ou non. On entend souvent parler des histoires ridicules de couple ou de fausses accusations de harcèlement, mais en réalité, c'est plus nuancé que ça. Il existe de nombreuses raisons et d'histoires dont on parle pas réellement, et n'hésitez pas à me donner en commentaire quelques exemples pour pourquoi pas la partie suivante. J'espère évidemment que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas pour me soutenir à mettre un like, n'hésitez pas non plus à vous abonner si ce style de concept vous intéresse. D'ailleurs, à partir des 50 000 abonnés, je rappelle que je ferai une semaine de vidéos sur le thème des sasaeng, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas non plus à vous abonner. Et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Just do it, do it, do it 지쳐 끝은 날 것 같아도 내일이 오면 사해 Good morning